Ça y est, c'est la dernière de la saison. Oui, ça passe vite, mais on a toute une émission pour vous. Nous avons Jean-Jean Clapierre, mon comparse avec sa chronique Histoire, ainsi que son invitée cette semaine, la dernière de la saison, Madame Lydia Couizera. Nous avons Edith Provost de Course en Fête qui vient faire un petit tour. Nous avons Nicolas Vincent-Poirier qui vient nous parler des blockbusters cinématographiques à l'affiche cet été. Quoi aller voir, quoi s'attendre et quels sont les plus gros buzz. Nous avons Sandra Salvoni qui vient nous parler de la marche du rein ainsi que le tour du rein au profit de la recherche sur les maladies du rein. Nous avons Olivier Simard du Collège Montmorency pour célébrer les 50 ans. Nous recherchons les anciens du Collège Montmorency et des nomades de l'équipe sportive. Et nous avons, en toute primeur, mes copains, ceux qui font cette émission possible, l'équipe de MaTV Laval, oui, qui vont venir nous parler de qu'est-ce que ça fait de travailler ici, d'être bénévole ici, de s'impliquer ici pour vous donner une émission. Et tout ça, tout juste avant un beau bingo. Oh, beaucoup d'argent, comme chaque dimanche matin. Ça va continuer pour le reste de l'été. Alors, on y va pour la dernière. 4, 3, 2, 1. On envoie la sauce. Cette semaine, dernière chronique historique, parce qu'évidemment, c'est la dernière de la saison. Mon comparse, Jean-Jean Clapierre, co-animateur avec ses invités, puis que là, depuis quelques semaines, moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire nos chroniques histoire parce que t'es un féru d'histoire. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime savoir d'où on vient, pourquoi on nomme les choses telles qu'elles sont nommées aujourd'hui. Puis aujourd'hui, en plus, tu nous amènes des artefacts. Ben oui, mais tu sais, moi, je suis pas un historien, je suis un raconteur qui raconte ce qu'il a lu, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Oui. Alors, aujourd'hui, juste comme ça, je t'apporte 3 petits articles, à un moment donné, des artefacts intéressants. Bien alors, il faut se rappeler nos vieux fers en acier qu'on a, qui étaient toujours sur le poêle. Oui. À la journée longue, étaient sur le poêle. À la journée longue pour qu'il reste chaud. Parce qu'ils servaient aussi pas nécessairement pour le linge, tu sais, pour repasser le linge, mais il servait aussi pour les toasts. Quand on avait des toasts, à un moment donné, on avait nos toasts qui étaient refroidis. Ah oui, c'est intéressant. Cool. Okay. Ici aussi, il n'y en a pas beaucoup qui ont ça. Ça ici, ça, c'était pas pour mettre les servantes à... Non, pas pour taper les fesses, mais c'était pour les bas de laine. Les bas de laine, pour pas qu'ils rétrécissent, on les plaçait là-dedans. Alors, les bas séchaient et ne rétrécissaient pas. À bas, en fait. Un séchoir à bas. Okay. Ben oui, on reconnaît. Ça, c'est pas tellement vieux, ça date des années 1940, simplement. OK. C'est quand même un produit de fabrication de masse parce qu'on voit que ça a été quand même travaillé à la machine. C'est ça, 1940, mais c'était très pratique et puis tout le monde l'utilisait. Mais le petit fer ici date probablement de 1750 ou en tout cas avant 1800, c'est certain. Wow. Il date beaucoup celui-là. Donc, il y a beaucoup de toasts qui se sont mangés avec ce fer. Comment? Beaucoup de chemises qui ont été repassées aussi. Qui été repassées... Peut-être même que les chemises de l'archiduchesse ont été repassées avec cette pièce. Oui. Cool. Et voici, à un moment donné, vos premiers patins. Wow. Alors, les patins à glace, comment on les utilisait. Alors, comment c'était fait. Alors, c'était une lame de fer. Et déjà, on avait utilisé une petite rayure pour qu'il soit plus efficace. Ouais. Alors, vous voyez notre patin ici, qui est tout en bois. Alors, celui-ci date probablement des années 1820. 1920, c'est-à-dire pas 1820, 1920. Celui-ci vient de l'île Sainte-Thérèse sur le fleuve. Les gens l'utilisent. C'est un monsieur Élie qui me l'avait confié, alors c'est intéressant. Donc ça, c'est vraiment... Puis on voit, là, c'est carrément... on veut patiner. Je veux patiner. Bon, on se gosse un patin, tout simplement. On se gosse un patin, c'est ça. Wow, OK. On se forger. Donc, du patin bottine, j'imagine, ça vient de là, parce qu'il fallait mettre une bottine dessus. Absolument. Cool. Et on n'avait pas le choix. OK. Wow. Et puis, justement, on faisait du patin. On les faisait sur nos rivières, sur nos petits plans d'eau. Et peut-être qu'on se faisait tirer aussi par les cheveux ou par les chevaux. OK. Par les chevaux, à un moment donné, c'est possible qu'on se faisait tirer par les chevaux. C'est la version sport extrême. Oui. On faisait des choses. Maintenant, aujourd'hui, je veux te parler d'une chose bien importante. La rivière des Prairies. Oui. Où est-ce qu'on patinait? La rivière des Prairies, c'était la grande autoroute de l'époque. Oui.
C'était la façon de voyager, de transporter le bois et tout ça. Et on doit son nom à un nommé François des Prairies. D'accord. Et probablement, c'est soit en 1610 ou 1615 qu'il est venu faire un tour ici. D'accord. Alors, il est venu faire un tour encore. Il a été guidé par les Premières Nations. Ils sont venus au bout de l'île ici rencontrer la fameuse tribu Huronne encore. Dans le quartier Saint-François aujourd'hui. Oui, pour faire un beau party. Puis, il a monté aussi la rivière des Prairies. Alors, lui, il était supposé d'être responsable par le roi pour les barges. Alors, responsable des barges. Pourquoi des barges? Parce qu'on transportait le bois. La France avait besoin de bois. Et on transportait du bois à partir de l'Outaouais, partir tout près d'Ottawa. Puis on transportait ça jusqu'à Québec sur des barges. Sur des barges. Les draveurs aussi, mon grand-père... Non, c'est après ça. Les draveurs, les cageux, c'est arrivé par après. Mais au début, c'était des barges, tout simplement, qu'on transportait. Et puis, il y avait aussi le bois sur l'île Jésus, parce que quand on dit la pinière, tu sais, le ruisseau de la pinière, bien, c'est parce qu'il y avait des pins majestueux qui étaient très efficaces. On appelait ça soit la pinière ou la pinède. Les deux sont bons, en passant, là, pour les historiens. Alors, on prenait les pins, on transportait ce bois-là jusqu'à Québec. Alors, notre ami des Prairies faisait pas seulement que ça. Non. Il faisait la traite des fourrures. Il faisait des sous. C'est un petit vimeux. Un petit vimeux. Puis je suis pas certain, à un moment donné, qu'il n'essayait pas de duper un peu de nos amis des Premières Nations. Business is business, comme on dit. Alors, notre ami est venu ici, sur la rivière des Prairies, avec notre ami Champlain. Mais la rivière, elle a porté son nom à partir de ce moment-là. On l'a nommé par rapport à François des Prairies. Mais avant, ça avait d'autres noms. Ça s'appelait un autre nom. Et tu vas m'excuser parce que ma langue huronne n'est pas tellement bonne. On te pardonne, mais je suis quand même très curieuse. Il y avait deux noms. Il y avait deux noms qu'on lui donnait. On appelait Scawanati ou Kitchissippi. Kitchissippi ou Scawanati? Et Kitchissippi avait donné son nom aussi un petit peu à Montréal-Nord, qui actuellement était le nom qu'on avait donné à cette région-là, à ce moment-là aussi. Kitchissippi, qui était bien blé. Alors, ce sont les termes qui sont rendus jusqu'à nous par nos amis français. Et ça, j'ai été fouillé dans les archives de mon ami Stéphane Tessier pour avoir ces renseignements-là. On le remercie. Mais c'était pas le seul nom. Non? Les amis, les Anglais, avaient voulu donner leur propre nom, d'appeler ça Back River. Back River? Mais ça sonne bien. C'était parce que nos amis, ceux qui venaient en villégiature sur l'île, dans le coin de Cartierville, voulaient s'adapter, ils avaient donné leur nom. Jusqu'en 1940, ils ont tenté de conserver le nom de Back River. Alors, ils ont tenu leur bout pendant un certain temps. Ils ont réussi un certain temps. Ça a bien été, mais on les a eus. On les a eus, voilà. Alors, ce terme-là a été utilisé assez longtemps. Et je reviens à la rivière des Prairies, qui était l'autoroute qui servait à transporter le bois à partir de l'Outaouais. Et c'est là que les cageux sont arrivés. Alors, les cageux, c'était quoi? C'est qu'on regroupait tous les billots et on faisait d'immenses radeaux, assez immenses qu'on construisait même des maisons sur ces radeaux-là. Wow! Et on construisait des maisons et c'était une vie. On vivait sur ces radeaux-là. Wow! Et c'est là qu'on faisait toutes sortes d'aventures. C'est là que notre ami Joe Montfarrand s'est fait valoir. La légende de Joe Montfarrand, ça a débuté avec ça parce que c'était un colosse de 6 pieds 4 qui était fort, et qui s'illustrait aussi par son habileté avec les jambes. Alors, il était extraordinaire, Joe Montfarrand. Puis, il savait qu'il a fait des choses. On lui donne. On lui donne qui avait bloqué un pont à Gatineau, qui avait fiché. La légende disait 200 Anglais à l'eau, mais on peut s'arranger pour une vingtaine, puis ça une vingtaine par un gars, c'est quand même pas pire. Hein? Il était pas si mal. Alors, il avait bloqué un pont à ce moment-là. Ça avait été assez intéressant de voir. Joe Montfarrand, c'était une légende importante pour le Québec. Jean-Jacques Lapierre, j'admire ta passion. J'aimerais tellement qu'on puisse continuer, mais le temps nous manque.
bonne fin de saison, mon cher. J'ai hâte de te retrouver la saison prochaine parce que nos petites sessions d'histoire comme ça, j'adore. Et puis les gens à la maison semblent bien apprécier selon les messages qu'on nous reçoit. Donc, un gros merci. Passe un bel été, Jean-Jacques Lapierre. Et on est de retour après ceci. Ce matin, on reçoit Olivier Simard, directeur général du Collège Montmorency. Bonjour. Bonjour. Alors, écoute, le 50e anniversaire du collège arrive à grands pas. Oui. Et on est à la recherche de quelques personnes qui ont marqué l'histoire de ce collège. À plus grande échelle, moins grande échelle, on veut juste vous retrouver, c'est ça? Oui, c'est ça. On a fait un avis de recherche pour nos anciens, les anciens étudiants, les anciens profs, les anciens administrateurs, tous ceux et celles qui ont gravité autour du collège. On pense que ça fait pas mal de monde à Metz, sans faire de mauvais jeu de mots. Oui, quand même. On en cherche. Notre but est quand même conservateur. Là, on en veut 5000 d'ici juin 2020. D'accord. Jusqu'à maintenant, on en a trouvé à peu près 400 depuis moins d'un mois, donc ça va bien. OK. Donc ça vient d'être lancé parce que les célébrations, officiellement, ça va être pendant l'année scolaire 2019-2020. Absolument. Donc l'année prochaine. Donc, Ouais. on se donne quand même quelques mois pour aller retrouver non seulement les anciens qui ont fréquenté le collège, mais aussi les sportifs qui ont fait partie de l'équipe des nomades Oui. durant les 40 dernières années. Oui, oui, oui. En fait, en ce moment, au collège, cette année, on a 270 à peu près élèves athlètes. On a 13 équipes sportives, 7 disciplines. Nos nomades, on en est fiers, sont fiers eux aussi. Puis leur slogan à eux, c'est « Nomade un jour, nomade pour toujours ». Donc, on les met au défi De se nous revenir pour retrouver. le toujours. Exact. C'est leur 40e anniversaire à eux cette année, les nomades. Donc, c'est un double anniversaire, en fait. Oui, Donc, tout à fait. 50e du collège, Oui. 40e des nomades. Exact. On recherche vraiment tout le monde. Puis on veut se faire quoi aujourd'hui? On aimerait ça se faire une célébration. On voudrait... On veut arriver à partager de l'information avec la communauté, avec nos anciens, mais il faut comprendre, on a 50 000 diplômés dans nos 50 dernières années, donc ça Wow. fait du monde. Ajoutons à ça, juste en ce moment, c'est 10 000 personnes, le Collège Montmorency, 7 500 étudiants en formation générale, 2 500 en formation continue, on est à peu près 1 300 personnes, membres du personnel. Donc, on veut réunir tout ce beau monde puis leur donner de l'information. Un exemple, l'année passée, cette année, en fait, il y a quelques mois, on était à Vancouver. Les gars au basketball ont été 4e au championnat canadien. L'année prochaine, Félicitations. Wow. on s'en va à Humber, en Ontario, avec la même équipe, mais un petit peu plus âgée. OK. Moi, je prédis un championnat canadien pour nos nomades au basketball l'année prochaine. C'est le genre d'information qu'on pourrait véhiculer auprès de nos anciens puis de notre communauté. On va inaugurer là, un nouveau bâtiment. Un des plus beaux bâtiments de l'ensemble du réseau collégial. Wow. C'est pour la recherche, l'innovation, le savoir. On l'inaugure à l'automne, au mois d'août. Donc, on au aimerait début de la ça. prochaine année scolaire. Puis on aimerait ça le dire à notre monde. Ce qu'on veut faire, c'est les tenir au courant de ce qu'on fait, de ce qui se passe au collège, puis il s'en passe des affaires. Fait que c'est d'intérêt pour eux de le savoir. OK. Et puis, pour ceux qui connaissent pas nécessairement l'histoire du collège, parce que moi, j'ai eu la chance de fréquenter le Collège Montmorency Ah oui. il y a quelques années. Et puis, c'est sûr que du monde au collège, il y en a Ouais. beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Ouais. Mais on voudrait refaire un esprit de camaraderie, etc. Mais le collège, au départ, l'idée du Collège Montmorency, il y a 50 ans, c'était pas aussi gros et aussi implanté que celui-là, évidemment. Tu peux nous faire un petit recap de qu'est-ce qui s'est passé au départ? Bien, le collège Montmorency n'est pas étranger à l'ensemble. Il y a 48 cégeps dans le Québec. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit qui préside ça à l'époque, c'est l'esprit de la Révolution tranquille au Québec. C'est le rapport parent qui crée les collèges, qui essentiellement vont prendre les vieilles, les écoles techniques, les écoles professionnelles et ce qu'on a appelé, on a déjà entendu parler avec nos parents, nos grands-parents, le cours Ouais. classique. Oui. Pour créer un réseau laïque de formation d'enseignement supérieur. On en a créé, bon an, mal an, ils ne sont pas tous arrivés en même temps. Le dernier bébé du réseau, c'est Gérald Godin, qui date de 1995, je pense. Quand même. Donc, le Collège Montmorency fait partie de cet esprit-là de créer un réseau d'enseignement supérieur accessible avec de la formation technique, de la formation générale partout dans le Québec. Nous, on a été créés les lettres patentes, là, puis c'est pour ça qu'on fête notre 50e cette année, le 5 novembre 1969. Wow. Fait qu'on est créé, on s'appelle le Collège Montmorency en l'hommage de François de Montmorency-Laval. François de Montmorency-Laval, c'est un gars, on en parlera peut-être plus tard, de l'ordre de François de Montmorency-Laval. Peut-être, si on a le temps, là, mais faire un survol, c'est un personnage important de la région. Ouais. C'était un des nobles de la place, qu'on pourrait dire. Premier évêque de la Nouvelle-France. Et voilà. Puis à Québec, on va trouver beaucoup de toponymie à son honneur. Tout à fait. Petit clin d'œil d'histoire, je t'explique. Tu as les chutes Montmorency, tu as l'Université Laval. Bien, le premier évêque, François Montmorency de Laval, il a
créé le Séminaire de Québec qui est devenu l'Université Laval. Wow. Donc, c'est pas... c'est épique. Un personnage important. Tout un personnage. Il échange l'île d'Orléans contre l'île Jésus, qui est l'île de Laval. Wow. Fait que nous, dans le fond, c'est un double clin d'œil. Ben Montmorency, l'Ordre François de Montmorency de Laval, on parle de tout ça en même temps. C'est un clin d'œil à quelqu'un qui a joué un rôle important dans l'éducation au Québec, mais en même temps, c'est un personnage qui est dans nos racines ici à Laval. Tout à fait. Et puis, pour les gens qui cherchent aujourd'hui, Oui. il y a une façon de tous se retrouver. On va aller, rendez-vous au cmontmorency.qc.ca/ancien. Vous allez avoir l'adresse au bas pour remplir le formulaire d'adhésion. Et puis, qu'est-ce qu'on aimerait recréer chez ces gens-là? Parce que là, les collèges américains, les universités américaines, souvent, ils ont cet esprit de « j'ai fréquenté Harvard, j'ai fréquenté telle place ». Et puis, j'imagine qu'on veut instaurer peut-être un sentiment de « hey, j'ai passé par là », puis l'histoire commence à faire son bout de chemin, puis je fais partie de cette histoire-là, non? Oui, on n'est pas loin de là, mais je dirais pas l'instaurer parce que ça existe déjà. Ça existe déjà, mais moi, je rencontre des peut-être. gens qui ont étudié à Montmorency puis sont fiers d'être passés par Montmorency. J'étais au Gala des Nomades récemment, puis c'est incroyable de voir le sentiment d'appartenance, notamment envers la marque nomade Montmorency. Et oui, ce qu'on veut faire, en fait, c'est peut-être aller rejoindre des gens qui ont oublié qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont fait un passage dans ce beau collège, puis les ramener à se rappeler que ça a été probablement la plus belle période de leur vie, parce que le cégep, il y a quelque chose de plus fun que ça. Écoute, au départ, quand on le vit, on n'est pas sûr, mais avec le retour en arrière, moi, je te dirais, c'est mes premières armes à radio, ça a été là. C'est ça. Écoute, il y a tellement de... On s'entend que le cégep, c'est une partie de notre vie où on explore plein de trucs. Tout à fait. J'en fais pas exception, et les gens de cette époque-là aussi. Et puis, j'imagine que c'est une répercussion à chacune des époques depuis 50 ans. Ouais. Et puis, quel message important tu aimerais passer? Parce que toi, tu fais partie des nouveaux administrateurs, tu es le nouveau sang, le sang neuf. De tout ce qui a été commencé dans les années 60 avec l'instauration de ce système d'éducation supérieure un petit peu plus, comment je pourrais dire, modernisé comparativement à ce qu'on avait auparavant, standardisé peut-être aux normes internationales aussi. Toi, d'être le porte-flambeau de ça aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait? Bien, humblement porte-flambeau, à tout le moins du plus beau collège au Québec, on va se le dire, le collège Montmorency. Bien, non, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est aux anciens, joignez-vous à nous, rappelez-vous le plaisir que vous avez eu à étudier au collège, puis je dirais à quel point le collège, tu sais, vous l'avez souligné, on est, je pense, la porte pour l'évolution de l'enseignement au Québec, puis dans le monde, on est un modèle intéressant. On tend à l'oublier. On parle du modèle québécois, mais s'il est un élément du modèle québécois dont on peut se vanter puis qui n'existe pas nécessairement ailleurs, c'est le collège où la formation générale, la formation technique s'allient. Donc, moi, je suis plutôt rassuré quand je pense, par exemple, que quelqu'un qui va faire une formation technique, que ce soit un pompier, on forme des pompiers chez nous, a aussi fait des cours de philo puis de sociaux qui sont capables d'être plus critiques. On forme des citoyens, donc c'est un lieu qui est absolument emballant. Du monde, en fait. Exact. Fait que joignez-vous à nous, venez fêter le 50e avec nous. Je pense que c'est le message d'aujourd'hui. Puis continuez à contribuer à votre façon à l'évolution de ce beau collège-là. Bien, Olivier Simard, directeur général du Collège Montmorency, un gros merci. Et pour les gens à la maison qui sont intéressés, visitez le site du Collège Montmorency, /les anciens. Merci beaucoup. Merci. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra Sorboni. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Donc, tu viens nous parler... Écoute, premièrement, tu es une greffée du rein, donc survivante en partant. Donc, oui. Tough girl, comme on dit. Deuxièmement, tu es organisatrice de la Marche du Rein de Laval, qui va se tenir le 15 juin prochain. Exactement, le 15 juin. Puis, ces deux événements combinés pour lutter contre une maladie qui touche tout le monde... le Marche du Rein et le Tour du Rein. Donc, tu viens faire une double annonce aujourd'hui. Bien oui, je fais un petit 2 pour 1 parce que c'est une première cette année de faire un événement combiné, le Tour du Rein et la Marche du Rein qui va se faire le 15 juin, comme tu l'as dit. Donc, la Marche du Rein, on s'entend, on marche pour trouver solution pour les gens qui ont des problèmes de rein. Et le Tour de Rein, ça, j'ai trouvé ça drôle parce que c'est un joyeux jeu de mots, mais ça se fait en vélo cette fois-ci. Exactement. La marche, c'est 5 km, puis le vélo, c'est 80 km autour de l'île de Laval, finalement. D'accord. Et puis, premièrement, moi, j'aimerais parler de toi, ton parcours. Pour te rendre au point où tu es organisatrice, tu as été greffée. Donc, tu es passée par une panoplie d'émotions, une panoplie de choses dans ta vie avant d'arriver sur ce sofa ici aujourd'hui. Bien content de le voir. Ben oui. Écoute, on s'est gâtés cette année, on a acheté un bon. Et puis, parle-moi un petit peu de ton parcours. Premièrement, tu vivais une vie probablement normale.
Oui, tout à fait. Je vivais une vie normale. J'étais relativement jeune, en fait, quand ça m'a happée. Je vais dire ça comme ça. Moi, ma fonction rénale, elle a chuté vraiment drastiquement. J'étais très jeune, là, j'avais autour de 20 et 22 ans. D'accord. Et j'ai été suivie pendant quelques années, jusqu'au moment où j'ai dû faire face à l'inévitable. J'ai eu à avoir une greffe de rein. Wow. Donc, mais avant la greffe de rein, j'ai fait une année de dialyse et c'est ma sœur Linda qui m'a donné un rein finalement il y a maintenant pratiquement 14 ans. Wow, OK. Ben là, en plus, c'est le don de ta sœur. C'est un don... un don vivant, oui. Donc ça, c'est encore plus... j'imagine que ça resserre les liens d'une certaine façon. C'est un grand don que tu as fait. Bien, c'est un don de vie. Moi, c'est mon cadeau. Il s'appelle cadeau. Alors, depuis ce temps-là, en fait, moi, c'est mon père qui a voulu me donner un rein. Puis, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a beaucoup de tests à faire. Ouais. Et finalement, après quelques mois, c'est ma sœur qui s'est offert. Pour elle, c'était d'une évidence, là, mais moi, j'étais comme pas prête à recevoir ça à ce moment-là. Donc, à un moment donné, elle a dit, là, Sandra, ça suffit, là, t'es jeune, puis t'as toute une vie à vivre. Alors, pour elle, c'était d'une évidence là, de me donner un rein. OK. Après la greffe, on s'entend, il faut se remettre sur pied, il faut se replacer, se réhabituer aussi à la vie sans dialyse, parce que ça gobe beaucoup de temps, ça, une dialyse dans une semaine, j'imagine. Oui. Bien, en fait, moi, la dialyse, je l'ai faite à la maison. Surtout, j'ai fait un mois à l'hôpital, puis... j'étais relativement jeune, donc je me voyais pas aller 3 fois par semaine à l'hôpital faire la dialyse. Ouais. Et j'ai fait la dialyse péritonéale avant la greffe. Mais après la greffe, effectivement, là, il y a eu une période d'ajustement. Mais pour moi, ça a été libérateur, en fait, parce que si je revenais quasiment à une vie normale. Là. Tu récupérais ta vie de jeune adulte. Là. Exactement, exactement. Ça, écoute, c'est pas peu dire, là, à cet âge-là, c'est primordial. Et puis, écoute, les conditions sociales précaires peuvent souvent avoir une incidence sur les maladies rénales. Ça, c'est quelque chose que j'apprends ce matin. Ce qu'il faut savoir, c'est que les maladies rénales touchent toutes les tranches de la société, partout à travers le monde. Mais il y a certains cas dans des conditions sociales précaires où est-ce que là, l'alimentation vient jouer là-dedans. Et puis, on se retrouve avec des traitements à vie, justement, ou des besoins particuliers. C'est pas toujours possible financièrement selon le statut social et géographique de la personne. Mais il y a quand même des impacts sur les autres organes. Tu peux juste me donner un léger aperçu de quand un rein ne fonctionne pas, qu'est-ce que ça peut causer comme effet domino dans ta vie? Si on prend ta vie à toi. Bien, écoute, pour moi, la maladie rénale, ça a été deux sous-maladies, si je peux dire, ou maladies des conséquences. Puis là, dis-moi, qu'est-ce qui arrive avant, qu'est-ce qui arrive après? Là, c'est tout... oui, exactement. Là, bon, c'est sûr qu'il y a l'hypertension et le diabète. Okay. Tu vois, moi, je ne souffrais pas de diabète avant, mais maintenant, avec la greffe, les médicaments, là, maintenant, c'est sous contrôle. Là, je suis correcte, mais ça a pris quelques années avant de contrôler tout ça. Mais effectivement, il faut faire attention à l'alimentation, il faut bouger, il faut être en forme. Donc, malgré tout ça, il faut garder le cap sur sa santé. Puis moi, ça a toujours été un de mes leitmotifs. Là, finalement, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, en fait, dans mon travail, je travaille en promotion de la santé parce que ça fait partie de moi. Ben oui, puis aujourd'hui, tu le fais, puis c'est pas pour dire, tu le fais, c'est ta vie maintenant de faire ça. Oui, c'est ma vie, exactement. Et puis là, parle-moi des 2 événements qui s'en viennent le 15 juin, parce que là, c'est un doublé, là. Donc, c'est beaucoup de promotions, beaucoup de gens qu'on va aller chercher. Fait que les gens qui font pas de vélo, on veut voir marcher, puis 5 km, ça se fait bien, là. Oui, 5 km, ça se fait vraiment bien. C'est autour, tu sais, dans un parc, hein, c'est au parc de la Prairie, ici, à Laval. Le départ, il se fait à 11 h. Mais les inscriptions sont à 10 h. Mais le tour de rein, pour ceux qui sont plus en forme, ceux qui ont le courage, finalement, de faire un 80 km... Qui veulent se donner, sortir le vélo et dire « Hey, moi, je me donne ». Exactement. Ben oui, ça, c'est le matin. Donc, on essaie de combiner tout ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment faire arrimer le tour de rein et la marche du rein. Les gens arrivent et on fait un petit party à la fin, là, finalement, de cet événement-là. OK. Et puis, qu'est-ce que ça te fait pour toi aujourd'hui, 2019, d'être encore là, puis de dire, hey, moi, là, puis de passer à la télé, d'aller voir le monde, puis d'aller leur dire, hey, écoute, c'est important. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce que ça t'apporte? On s'entend que tu as un message à livrer, mais intérieurement, ça doit te donner une force, là. Bien,
moi, depuis, en fait, la greffe, puis même avant, là, c'est devenu une mission parce que ça touche quand même là, une personne sur 14. Une personne sur 14. Fait que dans un groupe, là, tu as des conséquences partout. Puis moi, je travaille en promotion. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas attendre. Dès qu'on a des signes, on est capable de faire quelque chose. Donc, en m'impliquant comme ça, ici à Laval, à la Marche du Rhin, c'est de sensibiliser les gens, finalement, à ce qu'on fait, la recherche qui est en arrière, la Fondation canadienne du Rhin, soutenir les familles, soutenir les gens. C'est à ça que ça sert, ce que je fais. Concrètement, au jour le jour? Bien, au jour le jour, oui, par rapport à la Marche du Rhin, par rapport à la Fondation. Mais moi, dans ma vie professionnelle, en plus, bien, je fais ça, la promotion de la santé psychologique, parce que là, on parle de la santé physique, mais il y a tout l'aspect psychologique en arrière. Là, parce que c'est difficile de s'en remettre physiquement si le mental... Si le mental n'est pas là, exactement. Wow. Écoute, t'es très inspirante, ma chère. Alors, 2 événements combinés pour lutter contre une maladie qui touche tout le monde. Donc, la Marche du Rhin et le Tour du Rhin. 15 juin 2019 à Laval. Et puis, pour les gens qui voudraient en savoir plus, qui voudraient s'inscrire ou juste suivre les activités, on peut retrouver ça sur une page en particulier? Oui, bien, il y a la page de la Fondation canadienne du Rhin et la page de la Marche du Rhin aussi, que ce soit sur Facebook ou sur Internet. Ben écoute, un gros merci. Merci. Alors, demande spéciale, Sandra Salvoni, greffier du Rhin et organisatrice de la Marche du Rhin de Laval. Un gros merci. Et merci puis, Maud Cambronne pour la suite. Dernière chronique cinéma de la saison. Donc, on va faire un petit tour d'horizon des blockbusters, des films de l'été avec Nicolas Vincent Poirier et notre mascotte Amy, qui est toute douce, toute relax. Elle a sent l'été qui s'en vient, elle se dit, il n'y a pas de souci. C'est ça, hein, pas en émotion comme d'habitude. Non, c'est ça. La job est finie, là. La job de mascotte, c'est fini pour cette saison, ma belle. Mais l'été commence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des gros films, des gros canons de cinéma. Les gros blockbusters. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que les blockbusters l'été, ça fait pas si longtemps que ça. C'est Spielberg avec Jaws en 75 qui a commencé cette tradition-là. Puis bon, après ça, il y a eu Star Wars en 77. Ou c'était prévu, tu crois? C'était pas prévu. Ça a été un hasard. Mais comme n'importe quoi, comme la mode des super-héros au cinéma, il a fallu que le premier X-Men fonctionne bien. Après ça, il y a eu une confirmation avec Spider-Man 2 ans après. À partir de là, c'était la mode des super-héros. Mais même avant ça, il y a eu quelques films qui avaient sorti pendant l'été. Si on se rappelle le premier Batman de Tim Burton, moi, ça marquait mon enfance. Ça a été le film de l'été à l'époque. Puis tout le monde avait son T-shirt de Batman, puis c'était la grosse folie. Là. Mais maintenant, l'été commence un peu plus tôt. C'est toujours à la fin avril maintenant que les blockbusters commencent. Et avec je pense les previews. Et le film le plus spectaculaire, je pense, au niveau du box-office, on l'a déjà eu cette année, c'est Avengers Endgame, qui peut-être que quand cette chronique-ci va sortir, le film va être le film le plus rentable de tous les temps, va avoir battu Avatar. On est drôlement proche. On est drôlement proche. On est à 2,4 milliards au moment où on se parle. Ouais. Je suis pas mal sûr que ça va dépasser le 2,7. D'ici la fin de la semaine, ça devrait se régler assez vite. Là. Pas mal sûr. Mais c'est bien que ce soit au début de l'été, comme ça laisse place à d'autres surprises, comme John Wick qui commence en fin de semaine. Et j'ai tellement hâte au 3e chapitre de John Wick. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la base, ça a commencé, c'est ces 2 cascadeurs qui ont fait, entre autres, les cascades pour Matrix. Ouais. Et eux autres, ils se sont dit... On va faire un gros film d'action, mais c'est un trip de cascade. Le but, c'est juste de faire des belles cascades. Puis Keanu Reeves, c'est un ami, donc il a embarqué. Ouais. Donc, un film fait sans aucune prétention au départ et qui a connu un si gros succès maintenant. Évolutif même. À la deuxième sortie, ça a quand même fait plus gros que la première sortie, je me rappelle bien. Exactement. Et là, ce 3e volet-ci, c'est John Wick, c'est un personnage qui est très apprécié. Donc, c'est quand même bien de voir que ça a commencé avec juste une bonne idée, un trip. Un trip de cascade. Et après ça, le 24 mai, c'est Aladdin. Ouais. Will Smith qui fait Aladdin. Le premier trailer, je pense que personne n'était sûr. Quand on a vu ça, comme non, ça marche pas. Après ça, l'autre bande-annonce avec... on a compris un peu plus qu'est-ce que c'était. Est-ce que tu crois que c'est fait exprès que le premier trailer soit comme « qu'est-ce que c'est que ça? »
Juste pour faire parler sur les médias sociaux, peut-être? Ça m'étonnerait pas. Ouais, hein? Ça m'étonnerait pas parce que peut-être que la deuxième bande-annonce, là, on comprend vraiment ce que c'est. Peut-être qu'elle aurait été moins bien reçue, moins rediffusée sur les médias, peut-être. Oui, c'est ça. Ça fait que là-dessus, tu sais... Et après ça, le 7 juin, le dernier film des X-Men, en tout cas du côté de Fox, parce que, anyway, Marvel a acheté Fox, donc oui, il va y avoir d'autres films X-Men, mais pas sous la bannière Fox. Pas sous la bannière Fox, et je suis pas mal sûr que n'importe quel autre film X-Men va rentrer dans le Marvel Cinematic Universe. Ouais. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que X-Men, c'est le premier, c'est le film en l'an 2000 qui a parti la mode des super-héros. Donc, de belle façon, là. C'est là que, dans les magasins, on a commencé à avoir, là, comme quand on était enfant, là, les rayons s'alignaient avec tous les personnages des X-Men, des Marvel, etc. Puis là, c'était la grosse guerre dans les allées des Toys R Us mondialement. Je pense qu'on on le voit tout le temps, mais c'est tout le temps quand il y a des gros blockbusters qu'on voit les jouets, les trucs promotionnels qui se mettent à faire leur tour partout. Là. On dirait que ça sort avant le film pour justement promouvoir le film en plus. Ben c'est le but de la chose. Il faut que les maisons de production fassent des deals avec les McDonald's, Burger King, peu importe quel fast-food aussi, les jeux vidéo et tout ça, parce qu'à un moment donné, c'est comme ça qu'on booste l'intérêt pour les gens. T'sais. Donc... Et ce qui est drôle après ça, c'est qu'ils ont beaucoup de remakes cet été, hein? Okay. Parce qu'après ça, le 14 juin, on a pas un remake, mais le reboot de Men in Black. Ouais. Et puis, Will sera pas dedans. Will sera pas dedans. Est-ce que son comparse de l'époque, il sera aussi? Parce qu'il avait pris sa retraite, lui aussi. Non, c'est Chris Hemsworth et Tessa Thompson, les deux qui ont battu Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, on peut voir Thor, Ghostbusters, il jouait un petit peu Tessa Thompson, tu sais, c'est Valkyrie dans l'univers de Marvel. Ouais. Donc, tu sais, ils ont une belle chimie à l'écran, ces deux-là. Donc, c'est un bon choix d'acteur. Est-ce que c'est une bonne idée de faire un reboot de Donc, on repart la franchise. On recommence l'histoire du début avec une nouvelle version de l'histoire ou on respecte quand même l'origine de la première version? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la base, c'est une bande dessinée. Man in Black, c'est une bande dessinée, donc c'est sûr adaptation à l'écran, déjà, on a changé beaucoup de choses. Ça. Donc, ils vont plus, je pense, se fier sur ce qui s'est passé dans la bande dessinée plutôt que de reprendre, mettons, contrairement à Indiana Jones qui n'existait pas avant. On fait un remake d'Indiana Jones, OK, on se base sur les films, mais là... On va chercher plus loin. Il y a de la matière à avoir. Il y a pas mal de matière avec ça. Quand je parlais de remake, le 21 juin, justement, le film Child's Play, le remake sort en même temps, la même fin de semaine que Toy Story 4. Quand même, le thème est là, les jeux. Tout de suite, tu dis Child's Play, puis tu vois les frissons qu'il y a ici. Oui. C'est clair que c'est lui que je vais voir. Oui, moi aussi, c'est clair. Donc, on ramène Chucky, la poupée démentielle avec l'esprit d'un tueur en série qui a, en se faisant prendre dans la première mouture, avait transféré son esprit dans une poupée qui est devenue une poupée machiavélique qui a fait des meurtres et tout. Et ce qui est surprenant pour ceux qui l'écoutent en anglais, Brad Dourif, qui faisait la version, qui a toujours incarné la voix de Chucky, toujours même dans les derniers films. Vraiment, Eh bien, maintenant, est-ce que tu sais c'est qui interprète la voix? Mark Hamill. Oh, Mr. Star Wars? Oui. Luke Skywalker? Oui, exactement. Nice. Wow. C'est lui qui va faire la voix de Chucky. OK. Et puis, rapidement, il reste 1 minute. On est rendu à la moitié de l'été. À la moitié de l'été. Passe-moi une rafale, s'il te plaît. Écoute, Le Roi Lion en juillet et Once Upon a Time in Hollywood, le tout dernier film de Quentin Tarantino. Quentin, j'adore. Ça, c'est... Once Upon a Time in Hollywood, c'est le film que j'ai le plus hâte de voir, à l'exception, évidemment, de John Wick 3. T'sais, pour ce qui est du reste, c'est la saison des blockbusters. C'est la fin de l'été que là, ça va être les bouches-trous de l'été, je dirais. Le mois d'août, c'est un peu les restants de l'été. Puis, tu sais, ça fait qu'on va avoir droit à quelques films qui... tant mieux s'il y en a qui font de l'argent là-dedans, mais le mois d'août, le mois de janvier, c'est souvent des restants. Puis le mois d'août, les films un peu plus violents aussi, surtout au mois d'août. Ouais. Ben écoute, passe un excellent été. Et bien toi aussi. Hâte de te voir la saison prochaine. Et puis, bon été cinéma. Nicolas Vincent-Poirier, Amy, passe une belle été. Toi aussi.
Cette semaine, pour la dernière de la saison, j'ai le plaisir d'accueillir Édith Provost de l'organisme Loisirs Renault Coursol de Pont-Viau. Salut, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. C'est Stéphanie. C'est moi, ça. Oui. Alors, cet été, il y a beaucoup de choses qui se passent. On veut promouvoir, évidemment, Loisirs Coursol, mais il y a Coursol en fête qui s'en vient. Et puis, tu es là pour nous parler de cette magnifique activité qui va se passer, tout particulièrement dans le côté Pont-Viau, cet été. Exactement. Alors, l'événement, c'est Coursol en fête et le Grand Bazar. Oui. Donc, c'est une fête de famille. C'est une fête familiale. C'est une fête de quartier. Ça se passe au parc Curé-Coursol. Oui. Comme tu le disais un petit peu plus tôt, dans le secteur Pont-Viau. Oui. Samedi 8 juin, dès 9h. Exactement. L'adresse, c'est 320 rue Richard. Oui, alors, tout à fait. c'est une activité extérieure. Il y aura plein de choses pour toute la famille. Alors, dès 9h le matin, là, les gens pourront d'abord visiter le Grand Bazar. Il y a près de 100 exposants qui sont là. Ça, c'est tout le temps le fun. Puis c'est le fun. Ils vendent toutes sortes de bidules. On se promène au café, on regarde ça aller, puis des fois, on trouve la petite trouvaille qui nous manquait, qu'on ne savait pas qu'on voulait. Exactement. Alors, trouvailles, des trouvailles qui vont trouver une deuxième vie cette journée-là. Trouvailles usagées, des objets neufs. Enfin, c'est un événement qui a lieu depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, au même endroit. Et c'est devenu une fête familiale avec toutes sortes d'activités à travers ça, du maquillage pour enfants, des jeux gonflables, des activités avec les cadets, avec les scouts de Laval. Il y a une scène, il y a une grande scène également où il y aura des spectacles. Un spectacle pour enfants le matin, un spectacle de clôture avec un auteur-compositeur. Et puis, à travers ça, Loisirs Renault Coursol se fait des démonstrations, présente des démonstrations avec nos professeurs, nos passionnés professeurs au Loisirs Renault Coursol, avec des activités de Zumba, de karaté, d'arts martiaux. Donc, les gens, tout au long de la journée, en auront pour leur argent, surtout que c'est complètement gratuit. Donc, c'est clair qu'on en a pour son argent. Écoute, parle-moi de Loisirs Renault Coursol, parce que vous avez, premièrement, cet organisme-là a sa raison d'être et puis une mission particulière. Si tu veux nous en parler, parce que ça, c'est la base de tout ça. Absolument. C'est la base de cette journée familiale. Mais vous êtes là pour une bonne raison, c'est pour aider les gens. Sur quel plan? Exactement. Alors, Loisirs Renault Coursol existe depuis près de 50 ans. Wow. On est un organisme sans but lucratif. On est un organisme d'activité sociale. Donc, notre mission, c'est d'abord de réunir les gens autour d'une programmation d'activités de toutes sortes. Alors, on a des activités sportives, culturelles, communautaires, des activités sociales. Donc, on veut que les gens se mélangent. On a des événements comme Coursol en fête le 8 juin prochain. Donc, ce sont des activités pour la plupart à prix modique ou encore gratuites. Entièrement, dans le but d'inclure le monde, d'intégrer les nouveaux arrivants, d'intégrer toute une communauté autour d'un thème qui s'appelle le mieux vivre ensemble. Alors, on est inclusif, on est un organisme inclusif. Depuis 50 ans, donc vous êtes longueur d'avance sur les mouvements réseaux sociaux des dernières années. Exactement. On a une longueur d'avance parce que ça a toujours été nos objectifs et nos valeurs de véhiculer ces valeurs-là à travers nos activités. Là, on a l'activité du 8, mais du 8 juin, mais il y a d'autres choses que vous faites au courant de l'année. Donnez-moi un petit tour d'horizon. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retrouver chez Loisirs Coursol? Renault Coursol. Les Loisirs Renault Coursol, d'abord, on est un organisme qui offre une programmation. Cet automne, on lancera une nouvelle programmation, en fait, à la fin de l'été, en août, pour que les gens, dès l'automne, aient sous la main une programmation complète de près de 200 activités, comme je disais un petit peu plus tôt. Du sport. Toutes les semaines, il y a quelque chose. De l'art. On a un beau volet artistique. Oui. Peinture, dessin, sculpture,
Donc, des activités pour les adultes, pour les enfants, mais aussi pour les aînés. Alors, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Aux gens de la place. À tous les groupes d'âge. Et on présente ces activités-là dans divers centres communautaires de Laval. On en a 3 en partenariat avec Ville de Laval. Et on présente ça également dans les gymnases d'école ainsi que dans les parcs. OK. Donc, 13 lieux de diffusion chapeautés par Loisirs Renaud Coursol à travers une programmation de près de 200 activités annuellement. Oui. Et à travers ça, on a des activités de fêtes de quartier. On en a une l'hiver, on en a une l'été, le 8 juin prochain, exactement. Et cette année, on aura une nouveauté, c'est-à-dire qu'on présentera un concert bénéfice à l'automne. Oui. Un gros concert bénéfice où les gens seront... c'est ouvert à tout le monde. Où c'est Madame Georgia Fuman qui viendra présenter le concert. C'est une soprano. Oui, chanteuse très reconnue. Là. À travers le monde. Et accompagnée du Chœur de Laval. Wow! OK, donc gros événement. Et puis, il faut mentionner que l'équipe de Loisirs Renaud Coursol recherche des bénévoles dynamiques et dévoués pour combler plusieurs postes lors de cette journée du 8 juin. Donc, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous voulez vous impliquer, vous voulez connecter, vous voulez en savoir plus. Info à renaudcoursol.com. Et puis, pour ce qui est du bazar aussi, il y a quelques tables disponibles. Oui, il reste quelques tables. Dépêchez-vous, cher public, de nous appeler au 450-933-5274. Il reste encore des tables au coût de 20 $. Oui. Puis, on apporte nos trucs. Dès 8 h le matin, on s'installe. C'est une activité qui va durer jusqu'à 16 h l'après-midi. Il y en a pour tous les goûts. C'est pour toute la famille et on va souhaiter du beau temps parce que c'est une très, très, très belle fête où on vous convie pour cette journée-là. Pour beaucoup de plaisir. Pour du plaisir. En communauté. Gratuit. Hey, c'est gratuit. pas formidable, ça? C'est merveilleux. Qu'est-ce qui coûte gratis aujourd'hui? Il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose. Ça va vous dire. Et puis surtout, qu'est-ce qui coûte gratuit, qui fait du bien, qui réunit des gens? Ben, écoute, exactement. Et c'est pour soutenir Loisirs Renaud Coursol, c'est pour nous encourager à poursuivre nos activités parce que, écoutez, on met beaucoup d'efforts dans le but d'améliorer la qualité de vie des citoyens, dans le but l'agrémenter aussi, de briser l'isolement pour les important. plus vieux. Pour les plus jeunes, on participe inévitablement à favoriser la réussite scolaire. Aussi, oui. Par l'entremise d'activités. On favorise les milieux de vie avec les saines habitudes de vie. Voilà. Et on invite le monde à venir bouger et à venir s'instruire chez nous aussi. Il y a des beaux cours, des cours de langue, il y a des cours il y a toutes sortes de cours pour tout le monde. Bien, écoutez, les gens à la maison qui veulent en savoir plus, renaudcoursol.com et l'événement qui aura lieu le 8 juin dès 9 h au Parc Curé, Coursol, 320 rue Richard à Laval, du côté de Pont-Viau. Un gros merci. C'est moi qui vous remercie, Stéphanie. On se revoit à la fin de l'été pour la rentrée. De la saison, voilà. Pour la rentrée, puis je vais vous souhaiter un excellent été à toi aussi. Un bon été. Merci. Merci. Salutations. Aujourd'hui, j'ai un invité tout à fait spécial. C'est une dame d'exception, une dame qui c'est un honneur de la présenter. Lydia Cuisina, c'est un grand plaisir. Grand plaisir. Dis-moi, tu es née à quel endroit? Alors, mon nom, c'est Cuisera. Cuisera. Oui. Non, on va bien dire Cuisera. Oui, Cuisera. Moi, je suis née au Burundi. C'est un pays d'Afrique de l'Est, centre-est. Dans la capitale, donc, c'est Bujumbura. Moi, je suis née à Bujumbura. Oui. Est-ce que tu as connu les grandes difficultés là-bas? Oui, bien évidemment. J'ai connu des grandes difficultés depuis que je suis petite. Donc, si vous avez lu l'histoire du Burundi, c'est une histoire un peu plus compliquée où il y a eu une série cyclique de guerres civiles. Ah oui, il y a eu des massacres, il y a eu même des génocides. C'était horrible. Hein? Exactement, oui, c'est horrible. Maintenant, tu as réussi à venir au Canada ici. Alors, moi, je suis ici parce que je suis mariée à un Canadien, québécois. Voilà, ouais. Donc, c'est grâce au parrainage d'époux. Oui. Regroupement familial que j'ai été amenée ici.
Oui. Bon, formidable. Oui. Donc, on s'est mariés à Bujumbura. Vois-tu que le mariage a parfois des avantages? Hein? Oui, mais qui prend mari prend pays. Oui, donc, oui, oui. c'est ça. Mais je sais qu'en arrivant au pays, ici, tu as su parfaire tes connaissances. Tu as suivi beaucoup de cours. Parle-moi donc un peu de ton cheminement au point de vue cours, au point de vue éducation. Alors, moi, je suis arrivée le 1er octobre 2007. 2017. Non, 2007. 2007. Oui, exact. Ouais. Donc, je ne peux pas oublier. Non, non. Non, jamais. Bon. Il faisait tellement froid pour moi. Oui. J'avais même des gants. Ah, à ce point-là. Oui. J'étais la seule. Alors, moi, comme je venais juste de finir mon licence, donc j'ai une licence en sciences politiques et relations internationales, j'étais jeune. Puis j'ai toujours adoré, j'ai toujours aimé apprendre. Je suis une personne qui adore apprendre. Partout où je vais, j'aime apprendre, j'aime connaître ce qui se fait. C'est pas si difficile pour moi. Alors, avec l'aide de ma famille, tout le monde me disait, voici, tu es encore jeune, il faut que tu retournes aux études. Alors, tu as eu le courage d'entreprendre des études à l'université. Exactement. Bon, des études en quoi? Alors, je me suis inscrite à l'UQAM en premier pour un certificat d'économie sociale. En économie sociale? Voilà. Ah bon, déjà c'était assez laborieux quand même. Oui, exactement, parce que c'était un sujet qui me passionnait beaucoup, beaucoup, parce que, comme vous savez, en Afrique, la femme est au cœur de la famille, et je m'étais beaucoup impliquée au Burundi pour aider les femmes à se créer des associations. Il y a tellement de besoins, hein? Exactement, à se mettre ensemble, parce qu'il y a un proverbe qui dit que lorsqu'on aide une femme, on aide toute la famille. C'est vrai. Donc, moi, je me suis toujours impliquée à ce que les femmes puissent s'en sortir économiquement parlant. Parce que c'est grâce à l'économie que la famille la femme à la maison peut aider ses enfants à aller à l'école, à être des personnes, oui. Maintenant, ce n'était pas suffisant pour toi, un cours d'économie sociale. Oui. Alors, tu as suivi un autre cours. Voilà. Comme j'avais déjà une licence en sciences politiques et relations internationales, j'ai eu une amie, c'est une mentor, en fait, qui m'a parlé de l'École nationale d'administration publique, donc l'ENAP. Et elle m'a parlé que ça ferait comme un prolongement pour moi avec le programme que j'avais étudié avant. Et c'est comme ça que... Finalement, tu as été chercher une maîtrise en administration. Oui, publique. Et il fallait le faire. Oui. Il fallait être courageuse. Hein? Oui, mais j'adore étudier, oui. Bien, c'est formidable. Et ça t'a permis, au niveau du travail, de t'accomplir un peu dans le milieu politique, de travailler dans le milieu politique. Exactement. J'étais conseiller politique d'un député fédéral d'ici, de notre comté. Donc, tu as été attaché politique dans le milieu fédéral pour un député, oui. Élu, oui. Mais c'est toute une belle expérience, quand Exactement. même. J'ai adoré mon travail. Qu'est-ce qui était le plus impressionnant dans ce travail? Qu'est-ce qui était le plus gratifiant? Alors, parmi mes mandats, donc mon travail, je me consacrais pour la plupart des fois des cas de comté. Donc, les cas de comté, ça veut dire que les personnes se présentent à notre bureau, ils ont des problèmes pour régler leur dossier. Moi, j'étais là pour les aider à trouver des solutions. Donc, non seulement ça m'aidait à apprendre comment ça marche au niveau fédéral, mais en même temps, j'étais là pour être comme le pont pour trouver des solutions. Formidable. Oui. Oui. Maintenant, suite à ça, quand même, tu continues à t'impliquer socialement. Exactement. Je m'implique même aujourd'hui. Présentement, il y a un événement qu'on va faire le 23 mai prochain. En fait, j'ai deux causes qui me tiennent toujours à cœur, c'est les femmes et les enfants vulnérables. Les femmes et les enfants vulnérables. Ah, ça vient toujours me chercher. Oui, oui. Il y a un besoin, il y a un grand besoin. Exactement. Donc, comme je viens d'un pays où il y a eu la guerre, où ça ne va pas très, très bien, donc moi et mes amis, on a créé une association qui s'appelle Un repas à la fois. Comment ça s'appelle? Un repas à la fois. Un repas à la fois. Ah bon? Un repas à la fois. Oui. Mais c'est formidable, ça. Oui. Donc, nous organisons un événement de levée de fonds une fois par an.
Les sous qu'on ramasse à travers cet événement, on aide donc une association qui s'appelle Un Geste, oui, Bon Geste plutôt. Cette association reçoit plus de 250 enfants. Donc, les autres, ils donnent à manger les dimanches, mais nous, on s'est, depuis 4 ans, au fait, on travaille pour qu'on puisse donner à manger ces enfants les samedis aussi. Puis, mais ça c'est des enfants de quel endroit? Du Burundi. Du Burundi. À Bujumbura, oui, dans des quartiers très défavorisés qu'on appelle les enfants de la rue. Il faut aller là-bas pour voir comment ça peut être tellement difficile. Hein? Tout à fait, tout à fait. Des fois, lorsqu'on ne voyage pas, on ne voit pas comment on est très... on ne peut pas s'imaginer. Choyé, on est très gâté. Tu sais, comme ces enfants, on leur donne juste un repas par jour. Et ils sont très, très contents. Alors qu'ici, on a 3 repas, nos enfants mangent hyper bien. Et des fois, on oublie que... Tu sais, on est les seuls, qu'il n'y a pas d'autre monde quelque part qui sont en besoin. Alors, c'est une façon, nous aussi, de dire, voici, on ne peut pas oublier d'où on vient, on doit faire quelque chose. Petit soit-il, mais on ne peut pas rester à la maison, les bras croisés. C'est impossible. Tu es très généreuse de t'impliquer dans ces activités-là. Moi, je trouve que tu fais un travail assez formidable. Oui. Moi, je tiens à te remercier d'avoir accepté de venir témoigner de ton parcours, de ton cheminement. Puis je pense que on va avoir le plaisir sûrement de se revoir. Je te Exactement. Puis je voulais aussi vous parler que je fais aussi partie je suis bénévole aussi pour la gouvernance au féminin. D'accord. Oui. Mais ça très rapidement, parce que le temps est terminé. Mais on aura la chance de revenir. Exactement. Je sais que tu es une femme active. Merci. Et puis, on peut te suivre quand même sur Facebook. Tout à fait, oui, tout à fait. Ah, avec plaisir. Oui. Bien, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Ça roule, donc on passe ça dans 3, 2... Dernière entrevue de la dernière de la saison et j'ai décidé d'avoir Dan, caméraman, bénévole depuis le début de la saison, Mike, Michael, qui est notre régisseur, gars de son, et Dan, réalisateur, monteur de l'émission, vétéran de TVRL Laval. Donc, bienvenue sur le plateau, les boys. La raison pourquoi je voulais vous avoir sur le plateau, c'est que, premièrement, je veux que tout le monde à la maison puisse voir les belles petites faces avec qui je travaille à chaque semaine. Et je voulais vous parler de qu'est-ce qui se passe à ma TV Laval, derrière la scène, parce que ces gens-là, ça fait partie de l'équipe qui réalise les émissions que vous regardez en ce moment. Donc, premièrement, je veux parler à Daniel Pépin, caméraman que j'ai vu arriver au début de la saison. On venait de terminer l'été. Je vois ce monsieur-là qui arrive, qui est très silencieux, très digne, mais arrière de caméra, à chaque fois, il fait les plans de caméra pour nos invités. Donc, je voudrais parler de ton expérience de bénévolat cette année. Comment est-ce que tu as apprécié ça? Puis qu'est-ce que ça t'a apporté? C'était une expérience, une très bonne expérience. Me sentir de plus en plus à l'aise aussi sur le plateau avec les gens qui travaillent avec moi. Oui. Puis j'ai beaucoup apprécié cette expérience-là. Est-ce que tu avais déjà fait de la caméra auparavant? Jamais. Jamais? Jamais. Toi, c'était comme un rêve de TQ. C'était comme... je peux dire que moi, je travaillais dans un autre domaine auparavant. Ouais. Et je pense que je peux le mentionner. Bien sûr. Je reste pas loin d'ici, puis je passais sur Saint-Édéard à l'ancien studio. Ouais. Et quand je passais devant l'ancien studio, je me disais, un jour... Je vais le faire. Je vais rentrer là. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je vais rentrer là. Puis ce jour-là, est arrivé. Et c'est arrivé. Yes, c'est vraiment... mon Dan. Fait qu'il fait partie maintenant de l'équipe. On l'a adopté. C'est notre Dan Pépin. On a Michael. Écoute, Michael, on t'a pas vu moi, je l'ai torché pas mal en arrière. C'est ça. Backstage, c'est comme notre souffre-douleur. Écoute, c'est notre technicien. Il est tout le temps dans le noir, tout le temps avec des pitons, des arrangements, des cossins. Ouais. Communément, on l'appelle Mike. Et puis, dans le jargon du métier, quand on met un micro, c'est micer quelqu'un avec un mic. Donc, Mike qui mic des gens avec des microphones sans fil, avec fil. Ça a été ça toute la saison. Écoute, toi, t'es un rookie dans le domaine de la télé parce que ça fait à peine 4 ans que t'es dans le domaine. Mais tu sais, tu travailles maintenant là-dedans grâce à ma TV Laval. Et puis... Qu'est-ce que ça t'apporte, ça? Tu sais, parce que là, moi, je vois ce jeune homme-là faire du son. Je le vois faire de la caméra à l'épaule, je le vois faire de la régie, mais aussi, c'est notre pilote de drone expert. Ouais.
Écoute, t'en fais pas mal. Ben, j'essaie de toucher à tout, dans le fond. J'essaie de prendre le plus d'expérience possible pour peut-être me diriger un petit peu plus dans l'industrie. Puis avec ça, j'essaie de pousser un petit peu plus. Puis j'avais commencé comme Daniel, moi aussi comme bénévole ici. C'est vrai. Fait que j'ai mis le pied comme bénévole ici, puis un petit peu, j'ai aimé ça. Puis je savais pas trop quoi faire. Fait que j'ai dit, hey, pourquoi pas essayer d'apprendre le plus possible, le montage, essayer d'apprendre aussi derrière la caméra, le drone. Puis après ça, amener ça un petit peu plus loin. Puis après ça, le 3D, puis toute l'équipe. Fait qu'on essaie de pousser ça un petit peu plus loin à chaque fois. Puis on va voir ce que ça va donner, mais c'est le fun. Ben, jusqu'à là, je pense, écoute, t'es là depuis 4 ans, tu fais partie de l'équipe, parfaitement intégré. Puis moi, ce que j'aimerais que les gens à la maison sachent, c'est que souvent, on pense que on fait de la télé communautaire comme ça et c'est facile, puis c'est le fun. Non, ça prend des gens qui sont dédiés, ça prend des gens qui sont talentueux, puis ça prend aussi des sous pour faire ça. Puis pour faire ça, on joue au bingo à TV Laval chaque matin, chaque dimanche matin. Oui, on a notre cuisinière de plateau ici. Écoute, j'arrive avec toi. Mais donc c'est ça, donc on vend des cartes de bingo. Ouais. Le bingo, c'est notre source de revenus principale parce qu'en télévision communautaire régionale, on n'a pas le droit de faire de publicité directe. Donc, les gens qu'on reçoit, c'est des organismes de bienfaisance, des œuvres, des organismes sans but lucratif, des organismes de la ville, etc., des organismes caritatifs. Donc, notre mission, c'est vraiment de faire de cette émission, de ce réseau, votre plateforme pour les Lavallois, pour savoir les activités, pour savoir ce qui se passe, pour qu'on connecte ensemble. Puis, on a un vieux de la vieille, puis c'est pas un tour de langue, parce que c'est notre vétéran ici à TVRL, Daniel. Ben, je suis le plus vieux, à part le boss, là. Oui, mais le boss. Mais je suis arrivé un petit peu après Alain. Moi, ça fait 13 ans que je suis ici. Fait que lui, ça fait 13 ans et demi, 14 ans. Alain, directeur technique de la station, qui est présentement en train de pitonner parce que là, tous mes boys sont ici en avant, donc on roule vraiment ça, là. On se fait ça improviser. Écoute, Dan, ça fait 13 ans que tu es là. Tu es comme le pilier ici au niveau là, du montage, de comment faire rouler le plateau, etc. Puis en ce moment même, c'est lui qui me fait le décompte à savoir combien de temps qu'il va me rester. Oui, il te reste 2 minutes et demie. Il me reste 2 minutes et demie. On a le temps. Fait que parle-moi de ton expérience, toi, ici, à TVRL. Parce que là, TVRL, on fait... Oui, des émissions, mais on fait aussi des trucs spéciaux. Comme là, on a un gros tirage qui s'en vient avec Prémont Harley-Davidson. On fait tirer une moto, mesdames, messieurs, une superbe moto Harley-Davidson. Donc, TVRL, on s'implique dans la communauté. Puis avec Prémont Harley-Davidson, ils ont voulu nous donner un coup de main. Ils nous mettent à notre disposition une superbe moto. Je pense c'est quoi déjà le modèle? Ah, ça, c'est un Sweet Bob. Écoute, on va le mettre à l'écran, là. Mais, puis des trucs comme ça... Il reste 2 minutes, parfait. Donc, des trucs comme ça, ça nous aide à financer les activités de la télévision, à promouvoir les gens du coin, puis à donner une job à des gars comme toi, qui est un vétéran du monde de la télévision, du monde du son. Pour ne pas le nommer, ce gars-là, c'est le drummer des Ratons Laveurs, qui est un band de rock de la région qui fait son œuvre depuis plusieurs années, puis tu as pu vraiment mettre tes passions au profit du métier, puis maintenant, t'en gagnes ta vie. Ouais. Comment ça a commencé, cette histoire-là? Là? Toi, t'es un drummer, premièrement, meilleur ami des musiciens. Oui, mais à l'école, moi, je suis allé en photographie. Oui. Puis là, ben écoute, je m'en sers... À tous les jours, parce que tu fais du montage? Oui, je fais du montage, je fais de la correction de couleurs, je fais du Photoshop, je fais du son pour certaines émissions. Puis c'est quoi qui fait qu'après 13 ans, tu fais comme, yo, je vais dealer avec la grande folle à Stéphanie encore aujourd'hui, cette semaine, puis t'es impliqué avec les nouveaux, puis les bénévoles qui arrivent, puis les nouveaux animateurs, parce qu'on s'entend que c'est comme un terrain fertile, c'est un terreau fertile ici pour, moi, j'aimerais ça faire ça dans la vie, puis c'est ici qu'on apprend, qu'on fait les premières armes, c'est avec des vétérans comme toi qu'on apprend. Bien, moi, quand j'étais tout petit, je voulais être caméraman. C'était ton rêve? Oui. Wow. Puis aujourd'hui, c'est ça que tu fais? Et aujourd'hui, c'est ça que je fais. Yeah! All right. Puis il me reste 30 secondes. Puis il me reste 30 secondes. Écoute, je vais terminer ce 30 secondes-là en disant un gros merci, merci, merci et tout le monde à la maison. Parce que sans vous, il n'y a pas d'émission. Et s'il n'y a pas d'émission, on n'a pas lieu d'être. Et je crois qu'on a notre lieu d'être parce qu'on met des gens qui ont des talents cachés, qui veulent les exploiter. On a des jeunes prodiges qui peuvent pratiquer leur métier. Et on a... Oh, il reste 15 secondes. Et on a des gars d'expérience qui propagent la bonne nouvelle. Donc, un gros merci. Passez un excellent été et on se revoit la saison prochaine en HD au 609. Oui, mesdames, messieurs. Mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis. Bonne semaine. Tout juste avant de partir pour les vacances,
15 août 2019, Prémont Harley-Davidson a gagné un Softail Slim FSL 2018 de chez Prémont Harley-Davidson au profit de la télévision de Laval. Billet au coût de 100 $. Une chance sur 500 de gagner, premièrement. Et le Bingo TV Laval, toujours en ondes les dimanches matin, 9h30, avec 3 500 $ à gagner et 2 500 $ pour la carte pleine. Pour la liste des détaillants, tvrl.ca ou TV Laval 9 sur Facebook. Passez un excellent été. À la prochaine.